Donc le but de cette vidéo, c'est effectivement voir le travail d'un texte qui est un peu plus en longueur, avec des fonctions d'enrichissement et de calage de texte qui sont le chaînage d'un côté et le fait de travailler un texte justifié, sa particularité pour faire un beau grid texte. Alors dans un premier temps, on va voir déjà le chaînage. Donc le chaînage, c'est une fonction qui permet effectivement, comme vous voyez ici, si je mets une partie en gras, hein, voilà, de voir que, et ça c'est important, pour tout le texte courant, les titres, les légendes, tout ça, on ne va pas les mettre dans le pavé qui va être chaîné, hein, c'est pas chaîné, mais à partir du moment où on a le reste de l'article, c'est important. Si je réduis une colonne, vous voyez que mon texte ici, il se déroule, ou que si je rajoute ici du texte, ou que j'élargis celle-là, vous voyez que je redistribue, mon texte il est remonté ici. Donc ça c'est le principe du chaînage. Alors comment, on va enlever le gras, hein, on va passer sur une typo normale, ouais, normale j'ai dit. Régular. Bon, donc sous ce texte, je vais le récupérer, ça m'intéresse parce que je vais faire du chaînage. Bon, alors je pourrais importer un texte qui vient de Word ou de la même façon. Donc je vais faire un nouveau document. On va prendre un A4. On va prendre des pages 5 mm. Ok. On va être comme ça. Ok. Oui, bon, on sera sur la largeur, c'est pas grave. Alors, on est sur un document ici. Alors, pour qu'on comprenne, hein, ici j'ai mon empagement. Ce que je vais faire, juste pour dire, je vais faire des colonnes. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, on va créer des colonnes, mais c'est des repères de colonnes en fait. Hein. Il vaut bien comprendre, c'est des repères de colonnes. C'est un peu comme dans PUMB, sauf que là c'est au niveau de la page. Donc on va, même si on le reverra plus tard, hein, vous inquiétez pas, 5 mm, ça c'est ce que je veux comme gouttière, c'est l'espace entre mes colonnes. Et puis ici, je voudrais faire voilà, 4 colonnes. Bon, voilà. Je suis sur un document, on va cacher la palette des liens, je suis sur un document qui est en vis-à-vis, hein, parce qu'on a une bascule entre les pages paires et impaires. On se rappelle que j'ai mis beaucoup de texte en mémoire. Donc ici, bah, c'est vrai que je peux faire déjà un premier pavé qui serait celui-là, dans lequel, bah, comme j'ai mis dans mon presse-papier, hein, j'ai fait un copier, hein, je le refais pour être sûr. Voilà, j'ai pris tout ce texte-là, j'ai fait un pomme A, pomme C, mais je pourrais faire un pomme D d'un fichier InDesign, hein, ça serait pareil. Voilà, j'ai beaucoup de texte. Donc l'intérêt, c'est ici, on va voir le chaînage. Alors le chaînage, bon, on peut commencer déjà par mettre le texte dans le premier pavé, c'est pas gênant, et il va s'arrêter ici. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que vous avez un petit curseur qui est venu, une petite puce, une petite croix dans un carré qui vous dit « ouais, vous avez plus de texte » et donc vous allez pouvoir chaîner. On va automatiser l'enchaînement. Bon, simplement, avant de voir ce qui se passe, c'est tout bête, on vient ici, et à partir de ce moment-là, on a un curseur qui a une tête bizarre avec du texte. Donc là, on n'a plus qu'à poser les choses. Alors, comme j'ai créé des marges ici, qui sont des repères, bah, l'intérêt, c'est que si je pose mon curseur comme ça, vite fait, vous allez voir que, pof, il va pouvoir recréer automatiquement la colonne parce qu'il a un repère de colonne. Mais la colonne n'existe pas, la colonne, je viens de la faire. Et vous voyez, il continue, il a chaîné. Alors, on voit pas le chaînage. Donc là, ce qu'il faut bien voir, et ça c'est indispensable pour travailler quand on est dans le chaînage, c'est de faire afficher le chaînage. Alors, pourquoi ils ont été nous mettre ça dans les extras, on ne sait pas. Voilà, c'est là. Afficher le chaînage du texte. D'accord? Donc là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une petite flèche bleue qui part de mon pavé et qui va jusqu'au pavé suivant. D'accord? Et donc ça vous montre le chaînage. Ok, hop, j'enlève la zoom. Donc ça, si je clique pas sur mon pavé, je ne sais pas que ça et ça c'est chaîné. Hein. C'est vraiment quand je clique sur le pavé. Alors évidemment, il ne faut pas être en W, c'est-à-dire en rendu, sans les repères. Hein. Il faut être systématiquement avec les repères pour voir ce qui se passe. Quand je clique, je vois que ça c'est chaîné. Je pourrais très bien avoir un pavé de texte qui ne serait pas chaîné à côté. Donc si on regarde, je vais casser le chaînage. Vous voyez, pour casser un chaînage, c'est tout bête, il suffit de supprimer le pavé. Je reclique ici, sur mon petit pavé plus, hein, je reclique ici.
Si je viens ici, alors je peux aussi utiliser les colonnes ou pas les colonnes. Là, je suis en train de tracer un pavé qui fait la largeur des deux colonnes. Mais vous voyez bien que j'ai mon chaînage qui s'est effectué. Bon, c'est pas. Hein, si on fait du magazine, c'est plutôt effectivement, voilà, je sais que ma colonne, elle serait ici. Donc il suffit que je me mette sur le bord de ma colonne, de mon repère de colonne. Vous voyez, hop, ça se refait tout seul. Et là, je repique ici. Donc là, je suis vraiment en semi-automatique. Voilà, c'est presque manuel d'ailleurs. On peut passer en semi-automatique, c'est-à-dire que je clique ici. Oh mince, j'avais pas vu que j'avais l'outil en place. Alors, quand c'est comme ça, hop, on clique dans le vide, on vient dessus, on dit voilà, je viens là. Tac, j'ai mon outil ici. Quand vous appuyez sur. Ah bah si, on le voit, alors je sais pas si on va pouvoir le voir. Je vais zoomer. Ah bah oui, mais ça zoome pas mon outil. Ou, je sais pas si on voit que quand j'appuie, au lieu d'avoir du texte dans mon outil, là j'ai une petite flèche, un petit serpentin. Quand j'appuie sur la touche Alt, j'ai un petit serpentin qui se met en place. Bon, donc on appuie sur Alt, et ici par exemple, je vais cliquer ici, il va faire le pavé à la hauteur ici, pile poil à la largeur, et vous voyez, il a gardé l'outil en place, c'est-à-dire que moi j'ai toujours ma touche appuyée sur Alt, hein. Là j'appuie plus sur Alt, là j'appuie sur Alt. Et donc de le faire en semi-automatique, ça peut me permettre de dire tiens, je continue là, je continue là, j'ai toujours mon texte chaîné. Vous imaginez, vous pouvez aller dire, il y a d'autres fonctions hein, pour ça, mais on verra après, ah bah tiens là j'ai pas de repère. Donc si j'ai pas de repère, regardez ce qui se passe, bah, automatiquement il va me faire un pavé qui fait toute la page. Mais vous voyez, je peux continuer à chaîner automatiquement les choses. Donc là je vais revenir sur ma version voilà, de départ. Pourquoi je peux commencer à différents endroits? Parce que je peux très bien avoir dit, tiens, ici je vais mettre une photo, et donc moi je ne veux pas forcément commencer pile poil à l'endroit que je veux. Donc bah, c'est à ce moment-là que je vais dire, tiens, ça m'intéresse, moi de ne pas commencer systématiquement en haut. Donc vous voyez la souplesse par rapport à faire un grand pavé à 4 colonnes avec pomme B. Ah, là, excusez-moi, je ne vous l'avais pas dit, c'était surprise. J'ai pas appuyé sur Alt, j'ai appuyé sur Shift. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Quand j'ai appuyé sur Shift ici, tout à l'heure on était en semi-automatique avec Alt, c'est-à-dire qu'il m'a fait une colonne, mais il me proposait de continuer manuellement à placer les colonnes. Là par contre, automatiquement il repère le bord de la colonne, mais il est remonté ici, hein, il n'a pas tenu compte, il ne fait pas dans le détail, mais c'est surtout, regardez ici, il a créé les pages automatiquement. Et il a créé toutes les pages de ma longueur de texte, mais par contre, comme il n'y avait pas de. Sur ces pages-là, j'avais pas de colonnes marquées, bah, il n'a pas su faire toutes les colonnes. Alors on verra que tout ça, ça se travaille avec des fonctions automatiques qui s'appellent des gabarits, c'est-à-dire que les petits repères de pages, là je les ai que sur une page, je pourrais l'avoir de façon automatique sur 20 pages. Donc imaginez, le texte là, il coulerait sur 20 pages dans les colonnes. Par contre, vous avez vu qu'en total automatique, c'est-à-dire en appuyant sur Shift, hein, il n'a pas tenu compte que j'avais une photo là, et ça par contre, il remplit de haut en bas. Et si j'appuie sur Alt Shift, vous avez du semi-automatique, c'est-à-dire qu'il fait la même chose, il n'a pas tenu compte du haut, il a continué, mais vous avez vu, il n'a pas été créé les pages complémentaires. Donc grosso modo, quand vous importez, que vous avez fait le premier chaînage ici, que vous allez faire sur le chaînage, soit vous appuyez sur rien et vous travaillez, alors ça c'est du manuel de chez manuel, c'est-à-dire qu'à chaque coup, il va falloir recliquer sur le petit pavé rouge, retirer, recliquer, voilà, ça c'est vraiment du manuel. Deuxième solution, c'est celle qu'on utilise le plus, c'est le semi-automatique, c'est avec Alt. Avec Alt, il me permet de dire, bah tiens, je fais mon pavé là, le suivant, il sera ici. Mais vous voyez, j'ai pas besoin de recliquer. Voilà, si je veux que mon texte il soit ici, c'est moi qui place mes trucs. Je peux créer des pages au passage. Je fais ce que je veux. Ça, c'est le semi-automatique. Vous avez du POMZ, vous avez du automatique filtré avec à la page, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur une colonne, il va créer tout, et il s'arrête à la page, il ne va pas plus loin, et vous avez le méchant, qui est le super automatique de tout, et là, si vous avez 15 pages de texte, il vous met le texte en colonne sur 15 pages, pour peu que vous ayez un gabarit avec des colonnes sur les autres pages. D'accord? Donc voilà, c'est des petites astuces sur le chaînage, comme on était en train de le voir, et vous voyez que l'intérêt de cette fonction ici, en tout cas avec Alt en semi-automatique, c'est bien évidemment de faire ce genre de choses très rapidement, et d'avoir voilà, exactement ce qu'on veut au moment où on le veut. Et à l'endroit où on le veut surtout. Alors ici, évidemment, si l'intérêt de faire ça est de ne pas avoir fait un pomme B, et donc le pomme B, il serait encore une fois pour faire l'exception de la règle, il dirait, ah bah tiens, ouais, mais ici, je veux faire une brève, qui sera sur mes 2 colonnes, là je vais faire un pavé de texte, qui lui sera sur 3 colonnes à cet endroit-là, d'accord?
Donc là, je ferai un pomme B, 3 colonnes, touk touk touk. Ouais, 3, avec des gouttières plus petites, voilà. Et lui, il aurait pomme B, voilà, 3 colonnes à cet endroit-là. Bon, avec un, comme on l'avait vu, hein. Donc c'est l'exception de la règle, c'est-à-dire que eux, ces 3 colonnes, elles fonctionnent ensemble. Par contre, moi, mes colonnes ici, elles sont indépendantes les unes des autres. D'accord? Donc voilà la fonction de chaînage. Donc pensez aussi à afficher le chaînage, hein, parce que quand on déplace les pavés, au bout d'un moment, bah ça c'est ce qu'on appelle le tricot. Hein. Ça vous est jamais arrivé de lire dans un magazine, arriver sur une colonne et puis pas comprendre ce qui se passait après. C'est que les mecs, ils ont inversé les colonnes et ils travaillaient pas avec le chaînage automatique. Avec l'affichage du chaînage automatique, ce qui fait que bon, bah, ils ont collé un peu ça n'importe comment. Voilà, sur le chaînage, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà, hein, c'est ces fonctions basiques, mais qui sont super importantes pour la manipulation d'un texte long. On ne chaîne, je le rappelle, hein, dans le contexte, on ne chaîne que le corps de l'article, l'ouvrage d'un livre ou l'article principal d'un magazine. Une brève, elle n'est pas chaînée dedans. Un titre, il n'est pas chaîné dedans. Des rubriques, elles ne sont pas chaînées dedans. Des légendes, elles ne sont pas chaînées, mais elles peuvent être ancrées, comme on l'avait vu. Voilà, sur la fonction de chaînage. Maintenant, il y a une deuxième chose dans la manipulation d'un texte long comme ça, qui est sur plusieurs colonnes, et souvent, on en a parlé, hein, et tout ça, c'est une notion qu'on va retrouver dans un texte qui est justifié. Alors, un texte qui est justifié ici, alors on va faire un petit peu différemment. Sur ma page, parce que là, ça marche trop bien, on va passer sur 5 colonnes. Voilà. Donc, si bah, j'ai plus vite fait de tout virer et de tout enchaîner, hein, que de m'embêter à repositionner. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant dans le chaînage. Voilà, je vais faire un texte qui est sur 5 colonnes. Allez. On veut pas y aller? Si. Bon, la photo, on va la mettre là-bas dans le coin. Et elle va être sur 3 colonnes. Allez, hop, on va faire ça comme ça. Et on va dire, hop, avec Alt, je vais faire du semi-automatique. Pouf. Ouais, j'aurais pu cliquer pile poil en haut, hein, ça m'aurait évité d'avoir ce petit décalage, recalé. Voilà, bon. Par contre, là, évidemment, comme elle est en bas, ça, je peux pas. Ça, il ne sait pas faire dans ce sens-là. Hein. Il y a bien un moment donné où il faut quelqu'un derrière la souris. Bon. Ok, je veux cette page-là. On a du texte justifié. Sur un texte justifié, éventuellement, pour voir les paragraphes, on va mettre systématiquement des espaces après les paragraphes. Alors, donc ça c'est un titre, ouais, on va faire en sorte que ce soit un paragraphe, ça, voilà, comme ça. Bon, on a un texte, un grid texte qui est plus ou moins bon. On a ici ce qu'on appelle une veuve, et donc les veuves et les orphelines, ça va se gérer. Donc on va dire déjà à notre texte, pour le moment on ne le fait pas dans les feuilles de style, tout ça on pourra le retrouver dans les feuilles de style, hein, on est encore sur du calage manuel. Ici, vous avez la possibilité d'avoir les options d'enchaînement. Les options d'enchaînement, c'est en fait l'enchaînement entre deux colonnes. D'accord? Donc si je dis le plus petit paragraphe fait 2 lignes et le plus petit il a 2 lignes, j'éviterai les veuves et les orphelines. La veuve, je rappelle, hein, c'est la première ligne d'un paragraphe, typiquement celle-là, et la suite du paragraphe est de l'autre côté. Et une orpheline, c'est le contraire, c'est la dernière ligne d'un paragraphe qui se retrouverait toute seule en haut. Là, on y est presque. Hein, c'est presque une orpheline, on a 2 lignes, on est en limite. Hein. Et pour éviter ça, on va dire à votre logiciel, voilà, l'option d'enchaînement, c'est 2-2, d'accord? Donc je sélectionne mon texte et je viens ici après. Ça c'est en manuel, on verra qu'on les fera aussi dans les feuilles de style plus tard. L'option d'enchaînement est ici, hein, d'accord? Et je vais dire, tiens, tu me mets 2-2, ce qui fait que déjà, voilà, là il a poussé, après ça sera à nous de caler, mais en tout cas, ce sera à nous de remplir, hein, parce qu'en magazine, toutes les lignes sont alignées. On verra aussi les problématiques d'alignement au pied de page, entre les colonnes. Et grosso modo, déjà, on a supprimé le fait d'avoir une veuve et une orpheline. Après, pour tricher, par exemple, c'est un peu ballot d'avoir ce genre de choses tout seul. Ça aussi, c'est un peu bête. Donc on peut gagner des lignes, donc ça va se redistribuer autrement. Alors, de toute façon, on ne va pas le faire maintenant, de tricher, parce que ce qu'on n'a pas réglé, c'est le gris du texte. On s'aperçoit que, alors comme c'est un peu toujours le même titre, mais bon, le même texte, on voit que les espaces ici,
il est grand, et puis que ici, il est petit. Donc l'espace entre les mots, il est quand même du simple au triple même. Donc c'est le blanc variable. Donc pour ça, on va sélectionner notre texte, et on va régler deux choses. On est en texte justifié, donc qui dit texte justifié, c'est qu'on fait des césures. Donc après, si on fait des césures, pour le texte justifié, il faut déjà avoir le bon dictionnaire activé, parce que les césures sont différentes en français, en allemand, en anglais. Nous, on coupe de façon syllabique, les anglais vont couper de façon avec les terminaisons to coming, ils vont couper après com-ing, ils vont faire la terminaison. Bon, les Allemands, c'est un peu pareil, mais c'est encore pire, ils vont travailler de façon syllabique, avec aussi des terminaisons, et en plus, comme ils ont la possibilité d'accrocher les mots les uns derrière les autres, on a des petits trains, hein, on peut avoir des mots de 25 lettres, ça fait pas peur en allemand. Donc il faut savoir où sont les mots pour couper, et après où sont les syllabes pour couper, et où sont les racines et la conjugaison pour couper. Bon, donc si on n'a pas un allemand pour faire la césure correcte, hein, puis c'est très particulier. Mais enfin, déjà, c'est basé sur un dictionnaire, de toute façon. Donc là, nous, on va faire un dictionnaire français-canadien, ben non, on va faire du français tout court, hein. On va pas faire du magasinage, donc on va pas avoir ce mot-là. En tout cas, si on l'a, ça sera pas dans ce sens-là. Ici, on va venir régler les césures et les justifications. Donc on commence par césure. Ça va se baser sur le dictionnaire français parce que c'est du français, et pour répondre à 80% des règles. Ça ne sera pas sans erreur, mais déjà que si vous faites 7, 3, 3 et 3 consécutives, c'est-à-dire que vous n'autorisez pas les mots qui commencent par des syllabes de 2 lettres à être coupés, vous n'autorisez pas les syllabes de 3 lettres muettes à être coupées, et vous ne pouvez pas avoir 3 lignes consécutives qui ont des césures. Bon, déjà, c'est des règles de typo. Ensuite, vous n'autorisez pas les césures des mots en capital, vous ne coupez pas le dernier mot d'un paragraphe, et encore moins le dernier mot de la colonne, pour peu que ce soit le dernier mot de la colonne et de la page. Ce serait encore pire. Donc là, déjà, en faisant ce réglage, vous allez régler 80% des règles typo concernant les césures. Attention, faut-il encore être bien réglé sur le bon dictionnaire français. Il est pas mal, le dictionnaire français d'InDesign au niveau des césures. Donc autant en profiter. Donc je fais OK. Donc déjà, il a redistribué le texte un petit peu autrement. On s'aperçoit qu'on a toujours des problèmes d'espace, hein, même très très grands. Donc ça veut dire que le grid texte, ce qu'on appelle le grid texte, n'est pas bon. D'accord? Si vous clignez les yeux, là, que vous voulez dire, bah, le texte, il est beau, bah non, on a des gros espaces, voilà, on a des problèmes. On est sur un corps 10, sur des petites colonnes, donc il va falloir, c'est toujours délicat à régler, hein, c'est en fonction du corps dans la justif. Donc si on a des justifs plus grandes, ce sera beaucoup plus facile. Vous voyez que, hein, pour vous montrer, je vais faire juste sur une qui est un peu, voilà, ici on a de la place, on va voir ce qui se passe. Voilà, je ne voyais pas la poignée. Si je fais une colonne qui est large comme ça, vous voyez que le texte, ici, il n'y a plus trop de problèmes en bas, hein, il n'y a plus trop de problèmes de ligne creuse. Bah oui, on a une grande justive. Ici, par contre, on en a. Donc là, il va falloir régler ça. Donc je vais régler ça en sélectionnant mon texte. On verra qu'on pourra le faire après dans les feuilles de style. Toujours dans le petit menu là-haut, tout à l'heure, on a été dans césure. On avait fait l'option d'enchaînement, et on a fait, maintenant on va faire la justification. Alors la justification, jamais on travaille sur la dernière ligne, parce que la dernière ligne c'est l'échelle horizontale, alors on n'arrive déjà pas à gérer l'espace, alors si en plus on autorise à déformer les lettres, on ne va pas y arriver. Alors comment ça fonctionne? En fait, le logiciel il va toujours viser optimum. Donc ici, 100%, ça veut dire que quand vous faites une barre d'espace entre deux mots, le blanc ici c'est un blanc variable, et de façon classique, bah, il a toujours le même espace. Simplement, bah, comme c'est un texte justifié, bah, de temps en temps il devrait être plus grand, donc tu lui autorises d'aller à 133, et de temps en temps il va être plus petit. Alors la latitude entre 133 et 80, c'est énorme. Donc 20%, parce que plus vous autorisez de latitude, plus vous risquez d'avoir des blancs qui sont complètement différents. Alors c'est sûr, le logiciel il a facile à faire la justification, mais c'est beaucoup plus... c'est pas beau, d'accord? Donc quand tu peux, alors on va faire aperçu, donc là vous voyez que déjà, il a changé les choses. C'est déjà moins facile pour lui, parce que vous lui autorisez que 20% de latitude entre la plus serrée et la plus longue. Alors le problème, c'est évidemment, et c'est celle qui fait le plus de boulot, c'est l'interlettrage. Donc quand on a un petit texte comme ça, dans des petites colonnes, le problème c'est qu'on va plutôt chercher à serrer. Et donc le pourcentage ici, c'est en pourcentage par rapport à la table d'approche. On se rappelle qu'on avait une table d'approche entre chaque lettre. Est-ce qu'on respecte la table d'approche? Donc quand on est à 0, bah oui, on la respecte, la table d'approche. Par contre, moi je vais dire qu'en maximum, je vais la respecter, mais en optimum et en minimum, comme mon problème, vous voyez que j'ai des espaces partout, c'est pas beau. D'accord? Donc, alors pour régler l'optimum, il faut régler le minimum. Alors bon, on peut partir un peu fort sur le minimum. Je vais dire, je vais partir à moins 10. D'accord?
Bon, ça va pas bon, ça change des choses, mais vous voyez que bon, c'est encore tassé par endroits. Il a pu rentrer des choses, mais c'est surtout lui qui va faire le boulot. Et quand vous regardez, alors on va l'enlever parce que sinon ça danse, on se rend pas compte. Hein, on part de là, bon, on va faire un -6 déjà, et puis on va faire un -8. On va pas trop donner de latitude non plus, hein, il faut pas exagérer. Donc vous partez d'un texte qui est comme ça, vous lui avez neutralisé l'espace entre les mots à 20%, puis là on a essayé de dire tu respectes au maximum, l'espace maximum c'est l'approche, mais quand tu peux, tu vas tricher un peu l'approche entre chaque lettre, et puis vraiment quand tu dois tasser, tu iras encore un petit peu plus loin. Donc si on fait aperçu, voilà ce qu'on a fait. On part quand même de ça, qui est pas du tout, et à un grid texte qui est presque potable, je dirais même. Hein, on peut essayer de faire un petit coup de moins là et un petit coup de moins là, ça dépendra. Donc ça, il faut vraiment chercher, hein, à chaque coup, c'est en fonction du corps et de la justif. Voilà, mais si on regarde ici, on a un texte qui est déjà beaucoup plus élégant. Là, ça flotte encore un petit peu, mais bon, dans un paragraphe assez long, c'est pas mal. Donc là, on a un grid texte qui, euh, qui tient la route. Vous voyez, il est presque trop serré ici par rapport à ici. Hein, ici, on a des textes qui sont un peu creux. Donc l'équilibre, on a encore trop de latitude. Peut-être qu'il faut essayer sur un autre apport. On va voir si soit on a trop serré, soit on n'a pas encore assez serré. Donc je vais descendre vraiment au maximum, -10, on va voir, et puis je vais descendre ici pour voir ce qu'il fait. Vous voyez, sur ces lignes-là, il n'y arrive pas. Hein. Je sais pas combien il faudrait pour. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il rentre pas ça? Ah ouais, si, il fallait un -11 pour rentrer vraiment au chausse-pied. Mais bon, on est vraiment. Ouais, si ça peut rentrer, c'est un peu mieux quand même. Et on verra si on peut monter à -8 ici. Ah, il y a trop de latitude. Ouais, il faut pas lui donner beaucoup de latitude à ce niveau-là. Hein. Entre le maxi et l'optimum, ouais, c'est mieux. Bon, on est un tout petit peu serré ici, hein, de temps en temps, on est un tout petit peu serré, mais bon, dans la moyenne, entre ceux... Alors, c'est pas du vrai texte, hein, encore une fois, c'est du faux texte. Sur du français, ça se passera mieux, parce que autant vous dire que là, il a des petits problèmes pour régler les césures. Hein. Je lui ai dit que c'était du français. J'ai un peu menti. Je sais pas si on prend... euh, non, c'est pas celui-là. Voici. J'ai remis du texte et là je vais le remettre en. Évidemment, il est en cap. Hein. Voilà. Ah, puis ils nous ont fait des petits retours paragraphes. C'est formidable. Voilà, on a des paragraphes. Donc sur du français, vous voyez que c'est bon, c'est quand même un peu mieux. Hein. C'est le même texte, c'est la même typo, hein, même corps, même. On est toujours encore 10 et ainsi de suite. Donc oui, c'est quand même mieux. On a un beau grid texte. Vous voyez que ça se passe pas trop mal en français. Là, il arrive un petit peu mieux. D'accord? Donc après, est-ce qu'on peut avoir. On pourrait voir si on peut lui remettre un petit peu de justification. Je pense qu'on va pouvoir lui redonner un peu de. Ah ouais, je peux pas monter plus parce que lui il est là. Donc on va essayer un 8 là et un 10 là. Voilà, c'est pas mal. Voilà. On n'était pas obligé de serrer tant hein, parce que vraiment on avait un faux texte, hein, ça marchait moins bien au niveau des césures. Et vous voyez que là on a quand même quelque chose qui est pas mal. En tout cas en termes de grid texte. Après, ça n'empêche pas que on pourrait avoir, par exemple, dans certains cas, on voudrait pas commencer, on voudrait pas que ça soit un texte qui se coupe à tel endroit. J'ai pas vraiment le cas parce que là, il est plutôt pas mal, il marche bien. Euh, Ouais, ouais, atomique. Bon, voilà. Je voudrais pas couper ou je voudrais forcer le mot atomique. Bon, c'est une syllabe. Normalement, on devrait pas le faire. Hein. Bon, mais je sais même pas s'il va accepter. On peut faire texte, insérer un caractère spécial au lieu de faire un tiret, par exemple. Normalement, si on voulait faire une césure, on ferait un tiret ici, atomique. Voilà, bon, il y va pas, il accepte pas parce que lui, il sait que c'est une syllabe muette, donc il est pas bête non plus. Il a son dictionnaire et il dit non, non, tu l'auras pas.
Bon, on peut le forcer hein, quand même. Bon, de toute façon, au lieu de faire le tiret comme ça, si on voulait le forcer, texte, insérer un caractère spécial, vous avez ici ce qu'on appelle un tiret conditionnel. Ce tiret conditionnel, c'est un petit tiret qui vous permet ici, tac, de créer un tiret, mais en fait, vous ne le voyez pas. Et d'ailleurs, le fait que j'ai créé un tiret conditionnel, bah, vous voyez, atomique, le mot ato, hein, il a supprimé. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'endroit où je vais autoriser le mot à couper, bah, j'aurai le tiret ou j'aurai pas le tiret. Par exemple, si j'enlève le mot pour ici, on va voir. Bon, il veut pas. Ouais, il redistribue. Vous voyez, c'est le mot atomique hein, et tout passe d'un seul coup. Il n'arrive plus à recouper le mot, d'accord? Parce qu'on a autorisé, on a mis un tiret conditionnel ici, comme Z. Alors, le tiret conditionnel, si je fais texte afficher les caractères masqués, hein, dans ce sens-là, ça ne va pas marcher. Ah mince. Alors, le texte, il était... Hop, ouais, je vais trop vite. Si, c'est bon. Hop. Ça va très vite. Il est où le texte atomique? Qui doit être par là? Non. Ah bah j'ai perdu. Ah bah je l'ai perdu. Ah, je sais plus. En zoomant, j'ai dû faire une erreur. J'ai perdu mon mot. Bon, tu peux les passer. Donc bon, le tiret conditionnel, hein, c'est qu'au lieu de faire un tiret, on fait un tiret conditionnel. Dans certains cas, vous avez une marge de manœuvre pour tricher, par exemple, si vous voulez que ça rentre. Alors bon, c'est plutôt, j'ai pas vraiment le cas là. Voilà, vous voulez pas que ça soit ici normalement on a devant un point d'exclamation, un point d'interrogation, un espace qui est un espace fine, d'accord? Donc je pourrais dire bah tiens tout ça, tout le guillemet là, je voudrais qu'il rentre, je vais essayer de le faire rentrer dans la. Donc je vais pouvoir tricher un petit peu sur l'approche, hein. C'est aussi une façon. Alors on peut y aller jusqu'à -15, voilà, -10, -15, bon -20 ça passe pas, donc c'est pas la peine d'aller au-delà. Là ça rentre pas, il faudrait beaucoup plus, mais dans certains cas, je sais pas, où j'ai une césure qui me plairait pas, bon je sais pas s'il va le rentrer à -15, voilà. Non, là il faudrait moins je sais pas combien. On a un texte qui est déjà très serré, donc on n'a pas tellement on n'a pas tellement de marge, mais bon, si vous avez un texte 0, on n'a pas beaucoup de cas. Commencer, par exemple, commencer à travailler. Je vais sélectionner tout ça pour rentrer le mot commencer. On va tricher à -10. Voilà, vous voyez, bon, peut-être que -5 aurait suffi, parce que le mot con, bon, bah, c'est une malsonance. Je sais pas, voilà, bon, c'est pas une vraie malsonance, c'est CON à la malsonance, mais on va dire que ce serait une malsonance. Bah, je pourrais faire -10 pour rentrer la malsonance. Je triche sur tout le haut du paragraphe. Mais ici, hein, c'est entre -15 maximum, hein. Ça, c'est vraiment pour rentrer au chausse-pied les petites choses qui pourraient poser des problèmes de typo, de macro typo en termes de code typo. D'accord. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le texte justifié. Donc, le tiret conditionnel et puis un petit peu d'approche pour rentrer dedans. Et puis, je vous rappelle les fonctions de justification et de césure, hein, avec le réglage. Alors là, celui-là, il est toujours valable, 7333. Et puis ici, décocher les choses, on touche surtout pas à ça. Ça, c'est la zone de césure, c'est la zone où il y aura les césures. Ici, c'est les 12 mm et quelques. Donc bon, ça se passe bien. Vous voyez, à partir du moment où vous avez fait les bons réglages, qui sont dans justification, qui sont, bah, ça par contre, ces deux lignes-là, il faudra les régler en fonction du corps utilisé dans une justif donnée, hein. Ce qu'on peut voir aussi, le temps qu'on est sur un texte habillé, justifié, c'est vrai que c'est tout à fait possible. On aurait la possibilité de dire cette forme est ronde maintenant. Ouais, sauf que je l'ai pas sélectionné, si. Ouais, bon, je vais prendre plutôt une forme ronde déjà. Ah, plus facile. Non, elle n'est pas bloquée. Ok.
on va prendre une forme un peu arrondite. Alors ça peut être aussi notre logo. Oui, on va aller chercher le logo, ce sera plus intéressant. Logo AI, ok. On va prendre le bleu. Je vais le mettre comme ça. Bon, admettons que ici je veuille faire un habillage. Un habillage se fait souvent d'ailleurs sur du texte justifié. Donc cette forme-là, comme on y est, on va pouvoir dire, bah, tu fais un habillage du pavé, hein, par exemple, là c'est le pavé qui est habillé, ou tu fais un habillage, alors il faut penser hein, que vous avez une fenêtre d'habillage AAH, habillage, HHH, habillage de texte, hein. Vous avez une palette entière consacrée à cette fonction hein, qui est là, on peut y accéder aussi en raccourci ici, donc c'est la même chose, hein. On l'a directement l'habillage ici, simplement ici vous avez des réglages un petit peu plus poussés, notamment en bas, ce sera plus intéressant pour les images, pour les photos. Donc ici, je vais demander un habillage, pas du pavé. Hein, je n'ai pas sélectionné. Oups. Comme c'est une forme vectorielle, je vais lui demander un habillage par rapport à la forme. Et vous voyez que là, il a mis côté gauche, côté droit, il a raté le tracé. Et donc là, identique au masque, non, bah, je vais faire... il y a le cadre de sélection, il y a la détection des contours. Comme c'est du vectoriel, vous voyez, là, il a pu détecter le contour. Et là, je vais pouvoir lui mettre une petite marge. Donc évidemment, le texte justifié, il se travaille avec, hein, mais on a bien effectivement quelque chose qui a été défini par rapport à un tracé. Donc attention, quand vous importez hein, de base, il va falloir parler d'un masque. Hein. Je réimporte le fichier Illustrator de base. Voilà, si vous ne faites pas attention, parce que là, comme je suis passé par une fonction qui était un petit peu particulière, qui était d'habiller le cadre. Bon, on ne fait pas ça tout le temps, hein, d'habiller le cadre. Si je fais directement habiller ici, vous voyez que côté droit, côté gauche, bon, bah, ça, il ne comprend pas la chose. Habiller le cadre de sélection, bah, c'est toujours la même chose, il ne fait pas la différence. La différence, il va le voir ici, en fait, dans le masque, identique au masque. En fait, le masque, il n'a pas été fait, il n'a pas été déclaré. Le masque, en fait, c'est un tracé vectoriel qui est en cours. Simplement, bah là, il va falloir lui dire de détecter les contours. Alors le masque ici, quand vous êtes sur un objet, hein, on le retrouve ici, masque, option. Et cette option de masque, pour le moment, bah, il n'y en a pas. Donc si j'avais dit au masque, tu détectes par rapport au contour, là automatiquement, si je fais aperçu, là automatiquement, il arrive, il refait en fait un petit tracé, directement, vous voyez, c'est un tracé qui n'est pas celui d'Illustrator, c'est lui qui le refait par-dessus, au niveau d'InDesign. D'ailleurs, on peut faire une inversion, vous voyez, il fait un habillage à l'intérieur. Donc ça veut dire que si je fais ça comme ça, on va avoir quelque chose qui peut nous faire une allégorie. Bon, autant vous dire que va falloir qu'il soit plus gros parce que ça va poser problème. Hein. D'accord. Donc je vais faire pomme Z, pomme Z. Donc des fois, au lieu de passer par le masque ici, ce qui n'est pas très judicieux pour une forme vectorielle, on verra que peut-être sur une forme bitmap, ça sera plus intéressant. On verra que ici, ce sera plus simple de dire bah, tu détectes les contours, et puis par rapport aux contours, bah, tu lui mets une valeur, et puis ça marche tout de suite. Hein. Voilà, il faut faire simple quand on peut faire du simple. Sauf que là, c'est le pavé que j'ai bougé, c'est le contenu, mais pas le conteneur que j'ai remonté. Donc on voit bien qu'on a un habillage. Donc ça, c'est un habillage par rapport, alors il faut travailler son texte justifié. Ça se passe pas trop mal vu la petite colonne que j'ai, hein, ça aurait pu être pire. Évidemment, il faut caler les choses. Alors, ce genre d'éléments ici, on peut aussi, vous voyez, quand on clique deux fois, je ne sais pas si on voit bien, hop, comme j'ai cliqué, hop, ça va très vite, comme j'ai cliqué deux fois sur mon logo, hein, mon logo il est là, ici je ne peux pas interagir dessus, voilà, de temps en temps il peut y avoir ce genre de choses, de petits inconvénients quand on a une forme comme ça. Bon, on clique deux fois sur la forme, en fait ça va vous donner la fameuse forme vectorielle qu'on a vue, et comme c'est une forme vectorielle, quand vous cliquez dessus ici, hein, je vais cliquer deux fois dessus, et vous prenez votre petite flèche blanche là, et vous venez là-dessus, vous allez pouvoir prendre, j'aurais dû mettre un fond de couleur un peu plus conséquent, on a la possibilité ici, voilà,
Hein, vous voyez, la petite forme, elle est là. Et j'ai la possibilité de prendre... Oups, raté. J'ai bougé mon texte. Je reviens... Ah, il faut recliquer, j'ai raté mon coup. Tac, je viens sur la forme vectorielle. Je prends ma flèche blanche. Et je vais essayer d'attraper cette flèche blanche, là, ce petit tracé. Et ce petit tracé, vous voyez, je vais venir le modifier. Alors si j'arrive à attraper le point, ça sera bien. Le point, bah, je vais lui faire une misère, je vais venir le mettre là. Et comme je viens de le mettre là, bah, le long, il est venu là, il n'est plus en train de s'embêter ici. Donc on peut affiner comme ça après son tracé, mais ça se fait vraiment au dernier moment, quand on a l'emplacement définitif de son document, hein, de son logo. On va pouvoir revenir en cliquant 2 fois sur la flèche noire pour choper pour faire apparaître le tracé que lui utilise pour faire le masque, et modifier ce masque-là. D'accord, avec la flèche blanche, juste pour pousser, hein, là j'ai juste poussé, hein, le petit long là, qui venait se mettre ici, il n'a rien à faire là, c'est pas joli. On fait un habillage, même si ici il y a du vide, c'est pas gênant, on est entre 2 colonnes, bon voilà. Ok pour ça. Maintenant, sur une image, ça peut être un peu plus... on va ouvrir, on avait Photoshop qui était ouvert, avec une photo, je crois. Tac. Bon. Ici, si je voulais avoir... Alors, je vais le faire très rapidement, hein, ça sera fait vraiment comme un cochon. Ici, je vais prendre, par exemple, ma plume. Je ne l'ai pas, non, c'était pas une photo qui était déjà travaillée, non. Bon. Alors, j'y vais vraiment rapidement, hein. Je suis à 3 km, je zoome pas. Voilà, je fais un tracé. On se fout du chargeur. Je veux juste récupérer l'écran. Hop, Alt, pour remonter là-haut. Bon, bref. C'est vraiment pour... j'y vais à la serpette, hein. Je zoome pas, c'est fait comme un cochon. Ouais, on va même faire un petit truc avec un petit coup de Alt pour repartir. La prise, on s'en fiche. Et puis on va dire que c'est bon. Voilà, on est super content, on a un super détourage. Mieux que ça aurait été difficile. Hop, mince. Mieux que ça aurait été difficile. Ou pire. Voilà, bon, tracé. Là, je l'ai bougé de l'autre côté, j'avais pas fait attention. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Tracé, on va mémoriser le tracé. On va appeler détourage. Donc, évidemment, ça, c'est un tracé. Alors, je vais faire plusieurs techniques, c'est-à-dire que comme j'ai un tracé, je peux en faire un masque. Je peux en faire une sélection, hein. Ma sélection, elle est là. Qui dit une sélection, bah, dit que... hop, je vais faire un spawn Z. Qui dit une sélection dit que comme j'ai une sélection active, si je lui dis tu me fais un masque, il me fait un masque avec quelque chose qui est censé cacher, hein. On se retrouve avec ça. D'accord? Donc je vais faire enregistrer sous... Bon, c'est Z, d'accord, ok. Photoshop, les calques, on enregistre tout. Voilà. Remplacer. Donc en fait, j'ai fait 2 trucs. J'ai fait un tracé et j'ai fait un masque. En fait, c'est 2 techniques qu'on a vues, hein. Soit c'est un truc un peu complexe où je vais faire plutôt un détourage avec un masque, où j'ai un écran, et bah, je me dis je vais faire un détourage avec la plume, hein, tout simplement, et dans ce cas-là, je fais un tracé. Alors j'aurais pu faire un masque vectoriel également, mais là, j'ai même pas besoin de faire le masque vectoriel. Quand je vais importer cette photo, alors là, par contre, c'est important de faire afficher ici, hein. Vous allez voir que... Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des calques. Donc déjà, c'est important. Les couleurs, bon, ouais, on n'a même pas... Bon, là, on a bien calque arrière-plan, donc celui-là, je pourrais... voilà, là, on a toute l'image. Là, on n'a que l'image détourée. Donc là, c'est intéressant si on veut récupérer l'image déjà détourée. Bon, elle est détourée comme je l'ai détourée, hein, comme un cochon. D'accord? Bon, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, je n'ai pas coché les options. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on avait vu, hein, on n'aura pas de choix. Donc il va ouvrir Z, il va dire, bah, tiens, tu poses la photo elle arrive avec le fond. Or moi,
j'ai besoin de venir caler mon ordinateur là, ici, et je veux pas que je veux faire un habillage. Donc là, si je dis fais-moi un habillage, elle est là la palette, bah, je fais un habillage. Ok, mais il fait un habillage par rapport au pavé. Mais on peut dire, ah dis donc, tu peux détecter le contour? Bah, il n'y a pas de contour, vu que j'en ai pas fait. Mais par contre, comme c'est du Photoshop, tu peux me retrouver les tracés Photoshop. Alors, bah, tracé Photoshop, bah, il y en a un qui s'appelle détourage. Donc si tu me fais un habillage d'après détourage, normalement il est capable de me le faire. Simplement, j'ai un petit souci, c'est que j'ai 2 calques. Et donc là, a priori, il n'y arrive pas, mais dans l'absolu, si j'avais qu'un calque, euh, il pourrait me le faire. Alors, ça c'est la première des choses. Ensuite, donc ça veut dire que mon image, hein, la même image, si je cache ça et que je fais pommes, voilà, InDesign, là normalement il doit me dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, mais à jour, et là on se retrouve effectivement à pu avoir le fond, d'accord? Et on a demandé ici à cet objet d'avoir un habillage, voilà, un habillage d'après le tracé, pas d'après le masque, hein, auquel je vais pouvoir mettre voilà, une valeur, vous voyez qu'il est en train de le faire. Donc ça c'est la première chose. Mais je pourrais aussi dire, dis donc, c'est pas d'après le bloc, mais ça va être d'après la couche alpha. Et la couche alpha, est-ce qu'on en a fait une? Pas encore. On n'a pas encore fait une couche alpha. Pourquoi cette couche alpha n'existe pas? Parce qu'on l'a pas créée. C'est vrai que c'est facile d'avoir une couche alpha. Une couche alpha, elle est là. D'accord? Donc il suffit de dire dupliquer la couche. On va l'appeler détourage, celle-là. Donc elle, c'est pas celle qui est utilisée dans mon calque, hein, mais elle m'a servi à la récupérer. Je fais un pomme. Donc mon ami ici va me dire, bah, il s'est passé quelque chose encore. Tu fais un lien, tu mets à jour ton lien. Oh, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? C'est que l'habillage, ici, il est par rapport à la couche alpha. D'accord? Et donc si on demande d'avoir 3 mm, voilà, il a plus ou moins... bon, le détourage est un peu pourri là-haut, mais on avait fait un truc bizarre. Donc des fois, de jouer hein, sur l'ensemble, d'avoir joué plusieurs fois sur l'habillage, c'est vrai que ça, c'est aussi un petit bug qu'on a, c'est quand on change plein de techniques, hein, comme je fais, c'est bien de réimporter l'image quand même. Voilà. Mince, oh, j'ai fait annuler. Sans avoir à faire, sans demander d'option, hein, je vais remettre la photo ici. Voilà. Je vais venir la mettre en place. Ici, je vais demander un habillage. Couche alpha, voilà. Et la couche alpha que je vais demander, c'est détourage. Vous voyez, là, on va la voir arriver. Pouf, voilà. Et ici, je vais pouvoir demander 3 mm. Et donc là, on a fait, soit on fait ça par rapport à une couche alpha ou à un détourage, soit on peut demander le tracé Photoshop qui s'appelle détourage. Bon, j'ai donné le même nom, mais vous voyez qu'on peut choisir soit une couche alpha, soit... Et puis on peut aussi... c'est là... Masquer les options, non, c'est pas ça. Options, ouais, non, c'est pas là. C'est pas celle-là qu'il me faut, c'est habillage. Ah, je suis pas dessus, j'ai démasqué. Voilà. On peut pas annuler tout d'un coup. Ouais, bon, ce sera mieux de supprimer, encore une fois. Pomme D. Ça, des fois, quand on joue sur plusieurs trucs, hein, ça peut, on choisit une technique ou pas, mais vous voyez qu'on aura la possibilité. Ah bah ici, il a fait tout de suite par rapport à la couche alpha. Donc là, il a trouvé une couche alpha qui s'appelle transparence. C'est même pas détourage qui m'a pris.
Bon, voilà, c'est pas grave. On peut faire aussi ici le masque. Hein. Vous allez voir que là, dans le masque, on dit, bah tiens, soit tu es capable de me trouver une couche alpha, on la retrouve ici, soit tu es capable de me trouver la détection du contour. Bon, là, il le trouve aussi très rapidement parce qu'en fait, il y a un tracé Photoshop sur lequel il peut s'appuyer, donc c'est facile. Donc voilà, on peut définir les choses. Donc ici, si on met que le masque se fait d'après le détourage, quoi, le tracé détourage, ici, dans le masque, ici, on peut dire identique au masque. Parce qu'en fait, quand on dit identique au masque, c'est la même chose que ce qu'on vient de régler. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir réglé dans la palette, on peut le régler, mince, j'ai raté, objet masque. Voilà. On dit que le masque, il se fait d'après le tracé qui s'appelle détourage. Donc de faire ici, soit on choisit le masque, on le règle ici et on choisit masque ici, soit on dit rien, donc là j'ai rien, d'accord? Mais par contre là, il va falloir que je dise, c'est par rapport à un tracé par exemple, qui s'appelle détourage. Et donc on retrouve le truc. Donc on peut régler son effet à différents endroits, mais vous avez vu qu'une photo, la photo par contre, on peut l'avoir soit par rapport à un tracé, soit par rapport à une couche alpha qu'on a donnée. Après, on peut très bien récupérer et faire intervertir, c'est pareil. Donc si vous intervertissez, vous avez en fait un habillage intérieur, mais bon là pour le peu c'est pas du tout intéressant dans ce cas précis, ça sera plutôt intéressant dans le cadre, le détourage c'est plutôt sur une forme comme ça que vous allez mettre sur deux colonnes. Par exemple, vous allez choisir deux colonnes comme ça, vous allez dire ah bah tiens ça, tu me fais un habillage, et l'habillage il est inversé. Voilà. Ça c'est plutôt pour faire ce genre de choses. D'accord? Pas dans une photo comme ça. Donc voilà un petit peu les astuces. Hop, j'ai raté mon coup. C'est lui, voilà. Voilà les astuces de l'habillage. Ici, ça peut être intéressant de dire, voilà, ici j'ai... Voilà, j'ai raté mon coup. Ici j'ai mon pavé qui est là. Ouais, dans quel cas ça peut arriver que on ait une forme qui soit, voilà, qui dépasse, où on a l'habillage. Et bon, je sais pas, par exemple, je sais pas de situation, parce que cette fonction elle est assez intéressante. Et puis pour la trouver, elle est, euh, elle est pas mal. Bon, ça s'y prête pas parce que j'ai un texte qui est pas sur un fond de couleur, mais on va dire que si on voulait avoir une exception à mon habillage, vous avez vu que dès que j'ai placé mon habillage ici, moi mon pavé ici, je veux pas qu'il fasse l'habillage à cet endroit-là. Moi je veux que l'habillage il soit, on va dire on va placer, voilà, on voudrait que ça soit comme ça. Il faudrait qu'elle soit plus gros l'image. L'image, il faudrait qu'elle soit plus grosse. Voilà, 100%. Ah oui, c'était une petite image. Bon, on l'avait bien réduite. Bon, d'accord. Bon, ok. Je me rappelais pas qu'on l'avait réduite comme ça. Bon, par exemple, je voudrais avoir ce genre de choses. J'ai un habillage, donc là j'ai mon habillage qui est ici, qui se passe bien d'un côté, c'est comme ça que je le veux, mais je voudrais pas ici que ça soit un habillage. Donc ce pavé là, lui je vais lui faire un pomme B, et je vais faire ignorer l'habillage. Donc vous voyez les autres, l'habillage il reste valable ici, mais sur celui-là, à la rigueur je pourrais venir mettre ma photo ici. Voilà, il l'a pris, il a mangé quand même. Ouais, si, il passe derrière, mon texte passe derrière. Donc j'ai pas de l'habillage comme ici, mon texte il est derrière. Donc il faudrait que cette colonne-là, alors c'est sur des textes chaînés, c'est pas, je suis pas dans le cadre d'utilisation classique du truc là. Objet, disposition, disposition, premier plan, voilà.
Vous voyez, j'ai le texte qui repasse dessus mon clavier parce que ce pavé-là a l'exception. Hein, je peux lui demander de ne pas être chaîné. Donc c'est dans POM-B, c'est une des dernières fonctions qu'on n'avait pas vues dans POM-B ici. Hein. C'était cette petite ligne ici, ignorer l'habillage. Si je mets ça, j'ai bien l'habillage de mon texte qui se fait, et là j'ai l'exception. Donc dans certains cas, ça arrive pas souvent, mais de temps en temps on a un habillage, on le veut d'un côté, on le veut pas de l'autre. On peut prendre le pavé d'à côté et lui dire tiens toi tu tiens pas compte de l'habillage du pavé qui est au-dessus. Hein, parce que le pavé qui est au-dessus, généralement c'est celui qui a l'habillage, celui qui subit l'habillage est en dessous. Sauf que là, en plus, je l'ai fait repasser par-dessus pour que le texte ici passe au-dessus de l'objet. Voilà, de temps en temps, on veut mêler un petit peu la photo, parce qu'on a une photo avec un fond très clair, elle veut passer derrière le texte, et d'un côté on a de l'habillage, de l'autre côté on n'a pas d'habillage, parce que par exemple c'est l'écran noir, machin, et là on a quelque chose qui est clair, et on veut mêler le texte, voilà, on peut s'amuser à faire ce genre de choses avec ignorer l'habillage. Donc voilà un petit peu ce qui a été à savoir sur les notions de chaînage, les notions de grid texte, et évidemment après la gestion de l'habillage d'un objet venant de Illustrator ou d'une photo venant de Photoshop.